Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir, une grande joie de pouvoir participer à cette journée qui est consacrée à l'Allemagne dans cette super belle salle, une surprise pour moi. Et puis, ceci sous le signe d'une association qui a ce joli nom, Connaissance et Partage. Alors ça fait un grand plaisir d'être là, ici. Je me suis occupé pendant 40 ans aussi de la maison de Heidelberg, et puis voilà. Et là, la salle, quand j'étais encore en fonction, cette belle salle n'existait pas encore. Alors maintenant, on va partir, mesdames et messieurs, pour un voyage vers l'Allemagne. Avant de commencer ce voyage en terre allemande, en allant à la rencontre du partenaire, voisins et amis, une figure emblématique pour nous Français et Allemands s'invite à notre réunion en préambule, notre aïeul, à nous tous, l'empereur Carolus Magnus Charlemagne pour les uns, Karl der Große pour les autres. Ça, c'est la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Et là, il y a Carolus Magnus. Et puis, cette image, c'est une imagination, c'est une œuvre de Albrecht Dürer représentant Carolus Magnus Charlemagne. Francs et Germains se trouvaient unis dans son empire qui s'étendait de l'Atlantique aux confins de la Bohême, de la mer du Nord jusqu'à l'Italie du Nord. C'est seulement par la faiblesse de son fils, Louis le Pieux, que cet empire s'éclatait et fut divisé en 3 parts entre ses 3 fils, petits-fils de Charlemagne. La capitale de cet empire carolingien était Aix-la-Chapelle, Aachen, où Karl der Große s'est éteint en 814. La division de son empire par ses 3 petits-fils et entre eux a été conclue par le traité de Verdun en 843. La partie occidentale est devenue ce qui est représenté de nos jours par la France, la partie orientale par la Germanie. Si proches, mais parfois éloignés de l'un de l'autre. Ainsi, on peut décrire les relations entre les 2 pays européens, la France et l'Allemagne, qui ont noué depuis les années d'après-guerre et après une période consacrée à une réconciliation réussie, tout un réseau de coopération intense dans les domaines de la culture, de l'économie, de la recherche et surtout des relations humaines. Voilà votre jumelage avec la ville d'Unterschleißheim qui dure depuis déjà une 40aine d'années. Ils sont devenus, par conséquent, au fil de ces années, les pays les plus importants pour le fonctionnement de l'Union européenne. Le Rhin, fleuve mythique et assez évoqué dans l'imaginaire des 2 pays, n'est aujourd'hui plus une frontière, comme à l'époque de Victor Hugo, mais s'est avéré comme un lien intense de coopération et des échanges. Citons simplement les quelques 2500, peut-être un peu plus, jumelages entre villes et communes de nos 2 pays, des milliers de mariages franco-allemands qui nous permettent de parler sans gêne du couple franco-allemand. En outre, de nombreuses institutions communes ont été créées
au fil des années depuis la signature d'un traité pilote et exemplaire, le traité de l'Élysée du 21 janvier 1963, dont nous fêtons toute l'année les 60 ans d'existence, et qui a ouvert la voie à une nouvelle ère des relations entre nos deux pays. Citons comme exemple l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'Université franco-allemande, la chaîne de télévision Arte, à ne pas oublier, c'est franco-allemand, l'entreprise géante Airbus, la création d'un baccalauréat franco-allemand, d'un conseil intergouvernemental, ainsi comme une autre innovation surprenante, l'ouverture, il y a quelques années, d'une ambassade commune franco-allemande à Dhaka, capitale du Bangladesh. On peut, de nos jours, sans gêne, constater une multiple interpénétration des institutions, des marchés, de la vie politique et scientifique comme elle n'a jamais existé avant entre nos deux pays européens. Cathédrale, avec plaque. C'est dans la cathédrale de Reims, lieu ô combien symbolique de l'histoire séculaire et mouvementée de nos deux pays, où Clovis fut baptisé à la fin du Ve siècle, lieu du sacre de 25 rois de France, à 2 reprises endommagé par des bombardements allemands, aussi bien pendant la Première que pendant la Dernière Guerre mondiale, qu'a été scellé le 8 juillet de l'année 1961 sur initiative du général de Gaulle et en présence du chancelier Adenauer, la réconciliation franco-allemande par une messe solennelle. On peut voir, si on entre dans la cathédrale, il y a une plaque en bronze, une grande plaque où est indiqué ce moment vraiment historique. C'était le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de deux pays qui ont été impliqués dans des confrontations sanglantes, si souvent dans le passé. Depuis maintenant plus que 75 ans, et ceci pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, les deux pays vivent en paix et se sont retrouvés pour un partenariat efficace et prometteur avec la lourde charge de représenter les deux piliers indispensables et incontournables de la construction européenne. Cette coopération dans les domaines économiques, sociaux et culturels est avant tout un acte courageux et historique sans exemple dans le monde actuel et qui assure la paix en Europe. Malgré ce rapprochement et ces efforts considérables des dernières décennies en vue de l'harmonisation des relations de ce couple franco-allemand, malgré la concertation dans de nombreux domaines de la vie politique, économique et sociétale, ce rapprochement des deux sociétés civiles bute parfois encore sur le fait que ces mêmes sociétés des deux côtés du Rhin ont parfois une optique et des perspectives divergentes en abordant les situations du moment, conséquence des ADN différents de leurs histoires nationales. Citons seulement quelques exemples d'actualité de ces différentes conceptions. L'organisation, aussi le déroulement et les structures du syndicalisme. La fidélité au principe de la laïcité en France, inscrite dans la Constitution, tandis qu'en Allemagne, ça n'existe pas et que le plus grand parti allemand porte même le nom chrétien-démocrate. Il y a le centralisme politique à la verticale avec un président tout-puissant du côté français comparé à une gouvernance fédéraliste plutôt à l'horizontale. L'option pour le nucléaire en France, tandis que l'Allemagne a rejeté cette option. Et pourtant, nous pouvons constater des progrès respectables en avançant dans le dialogue, d'approfondir la connaissance de l'autre et d'arriver finalement à des règlements en bonne entente des défis du moment. Les images symboliques du président Mitterrand et du chancelier Kohl se tenant les mains au cimetière de Verdun, l'entente affichée du président Giscard d'Estaing et du chancelier Schmitt durant leur mandat,
Et récemment encore, l'accolade du président Macron et du président Steinmeier au mémorial de Hartmannswiller-Kopf en Alsace sont des preuves vivantes et symboliques d'une relation ancrée maintenant dans l'histoire récente de nos deux pays. Nonobstant notre voisinage, notre rapprochement et nos échanges multiples, nous nous rendons difficilement compte de quelle façon l'Allemagne de nos jours a subi des transformations pendant le dernier quart de siècle. C'est pourquoi je vous invite à un petit voyage de reconnaissance dans ce pays ami et voisin. Alors, partons et faisons le contraire de ce que le poète Pierre-Jean Béranger a suggéré à ses compatriotes au milieu du XIXe siècle. Il a dit « Redoutons l'anglomanie. Elle a déjà gâté tout. N'allons point en Germanie chercher les règles du goût. N'empruntons à nos voisins que leurs femmes et leurs vins. Mes amis, soyons de notre pays. Oui, soyons de notre pays. » Malgré ce chauvinisme, ce Béranger n'hésite pourtant pas de prendre les femmes des voisins et en plus leurs vins. Le 9 novembre 1989 est pour l'Allemagne, ainsi que pour l'Europe entière, voire le monde entier, l'événement le plus marquant depuis la fin de la dernière guerre, la chute du mur de Berlin, suivi par l'effondrement de la République démocratique allemande, la dislocation complète de l'Empire soviétique et le bouleversement des données géopolitiques en Europe. La fenêtre de l'histoire s'est soudainement largement ouverte, d'une façon inattendue. Il est impossible, dans le cadre de notre présentation, de développer ici toute la dramatique préhistoire qui nous a menés à ce tournant précipité de l'histoire européenne. Mais en fait, pour la plus grande majorité des Allemands, le monde politique compris, cette révolution de la situation étatique était complètement inattendue. Souvenez-vous seulement que le 7 octobre de la même année, un mois avant cette nuit inoubliable, le Parti communiste de la République démocratique allemande et ses cadres ont encore commémoré avec faste, et ceci en présence de Mikhaïl Gorbatchev, le 40e anniversaire de la RDA. Pourtant, le dernier avait déjà averti les dirigeants de la RDA par les mots devenus célèbres « Celui qui vient en retard sera puni par l'histoire ». Les défis devant lesquels se trouvait le gouvernement du chancelier Kohl et la population allemande étaient tout simplement monumentaux. Il fallait trouver une solution pour faire adhérer l'ancien État communiste à la Constitution de la République fédérale, c'est-à-dire à la loi fondamentale de l'année 1949, de fusionner deux entités fondamentalement différentes dont chacune avait suivi un itinéraire particulier durant 4 ans. Il fallait aborder la transformation d'une culture politique de l'Est marquée par la dictature de l'État SED et son économie socialiste planifiée, d'un état de providence avec une politique radicalement anti-religieuse vers un système d'une démocratie participative de l'Ouest se fondant sur une économie sociale de marché. Il fallait planifier l'arrivée de dizaines de milliers de citoyennes et citoyens de l'Allemagne de l'Est sur le marché du travail, surtout des jeunes, attirés par les chances qui leur ont été ouvertes dans l'économie florissante de la République fédérale. En outre, il restait aussi à gérer le passé funeste, immonde de la Stasi, c'est la police secrète de la République démocratique. On connaissait déjà, jusqu'à cette date, dans l'histoire du monde moderne, la transformation forcée d'un système capitaliste vers un système socialiste, mais pas encore l'inverse. C'était une première mondiale.
Il nous mènerait trop loin d'ici de développer d'une façon plus détaillée le long épineux chemin de l'unification. Il n'est pas encore terminé aujourd'hui, et ceci après 33 ans. Mention seulement, dans un raccourci nécessaire, que pendant les 11 premières années suivant l'unification et avant l'introduction de l'euro, l'Allemagne de l'Ouest a transféré 1 500 milliards de Deutschmark à l'époque vers les régions de l'ex-RDA. Alors, le gouvernement de l'Allemagne de la République fédérale a introduit une obligation à chacun de payer un soli, c'est-à-dire une contribution solidaire obligatoire de solidarité pour le financement des coûts, des coûts absolument faramineux, un impôt sur le salaire, sur les sociétés et le revenu de capital. Ce soli, d'ailleurs, d'après mes informations, existe encore, mais l'argent qui sert entre-temps aussi pour le gouvernement de payer autre chose là. Mais le soli de 7,5% est encore existant. Alors, ici, c'est le nouveau. Là, il y avait le château des Hohenzollern. Et la reconstruction a été terminée il y a 2 ans seulement, avant le Covid. Ça a été longtemps discuté. Est-ce qu'on reconstruit le château à l'original? Alors maintenant, on trouvait cette formule et c'est devenu un forum culturel avec je ne sais pas combien de... C'est immense comme dimension pour des expositions là. Alors, après le dernier Parlement de la République démocratique, issu d'une élection libre, avait décidé, le 3 octobre 1990, d'adhérer à la République fédérale et à sa constitution. C'est la première fois depuis le 9 décembre 1932, à l'arrivée du nazisme à l'époque, qu'un Parlement de l'Allemagne uni siégeait ensemble. La présidente de la dernière assemblée de la RDA avant la réunification, Sabine Bergmann, a qualifié cette occasion de l'union retrouvée comme un cadeau fait par l'histoire. Nous vivons dès aujourd'hui, a-t-elle continué, dans un état que nous ne considérons plus comme un provisoire. Dès aujourd'hui, une nation allemande réunie trouve sa place qui lui est due dans le cadre de l'Europe. Jusqu'à l'unification, la République fédérale était composée de 11 Länder, créés dans les anciennes zones d'occupation des Alliés. De 1946 à 1957, chacun de ces Länder se donna une constitution démocratique. Le 3 octobre 1990, l'adhésion de la RDA à la RFA ajoutait 5 nouveaux Länder: le Brandenbourg, le Mecklembourg-Poméranie occidentale, la Saxe, le Saxe-Anhalt et le Thuringe. C'est tout de même considérable, l'agrandissement. Pour que l'Allemagne de nos jours se compose de 16 Länder. On peut dire que l'Allemagne, telle que nous la connaissons, comme État d'une structure fédérale et comme membre de l'Union européenne et partenaire de la France, n'existe que depuis ce mémorable 3 octobre 1990. En comparant les régions françaises avec les Länder, nous constatons des différences importantes en ce qui concerne leurs histoires, leur structure, ainsi que leurs compétences au sein de leurs États-nations, ce qui n'est pas sans conséquence sur nos relations entre États. Si on essaie de traduire, on peut définir un Land comme un État-région. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Un Land dispose du droit de légiférer dans un grand nombre de domaines. Il dispose de sa propre constitution, d'un gouvernement avec un ministre-président à sa tête,
peut adopter ses lois dans tous les domaines qui dépendent de sa compétence. Ce sont notamment la sécurité intérieure, la culture, le système éducatif avec université et recherche, l'économie et la justice. Bref, le gouvernement d'Hollande ressemble à un gouvernement national. Tous les ressorts y sont représentés, à l'exception du ministère de la Défense et des Affaires étrangères. Mais encore plus qu'un régime étatique, ce conglomérat des Länder exprime un esprit d'individualisme régional, imprégné par un passé historique et culturel individuel. Le grand Wilhelm von Humboldt, philosophe, homme de littérature, a déjà voulu voir au XIXe siècle, dans la diversité étatique allemande, une analogie évidente avec le monde des polices de la Grèce, des villes-États de la Grèce, en ce qui concerne leur constitution fédéraliste. Rappelons-nous que les Länder, tels qu'ils ont été constitués à la fondation de la République fédérale après la dernière guerre, se sont orientés suite à leur passé historique. Ainsi, le Baden-Württemberg se composait des territoires du royaume de Württemberg et du Grand-Duché de Bade. La Bavière, qui nous concerne ici, parce que Unterschleißheim, ville en Bavière, comprenait les territoires du royaume de Bavière. Et c'est resté comme ça. Et puis, en plus, il y a en Allemagne 3 villes-États qui ont leur gouvernement. C'est les villes de la Hanse, Hambourg et Brême et Berlin. Sont des Länder avec leur constitution. Chaque land, ce qui est pas mal, chaque land a son ambassade dans la capitale à Berlin. Et alors ce sont des bâtiments importants, c'est-à-dire le land a besoin d'un lobby dans la capitale de la République fédérale. L'ambassade, j'y étais, l'ambassade de Baden-Württemberg, il y a 60 fonctionnaires qui y sont. C'est un vrai palais. Et c'est pas ça uniquement. Les Länder, chacun de ces Länder, ces Land en Allemagne, a aussi une ambassade à Bruxelles. Et il semble, moi j'ai pas encore vu, que le bâtiment, quelque sorte le château le plus important appartient à l'État de la Bavière. La Bavière est très bien représentée à Bruxelles. Alors ici, on voit ce que nous pouvons voir à la télévision tout le temps ces jours-ci. Ça, c'est une image de Berlin. Comment c'était Berlin, c'était comme aujourd'hui, on voit les villes, il ne restait plus une pierre sur l'autre. C'était le départ. À la suite des premières élections d'une Allemagne unifiée, le 2 décembre 1990, qui était les premières élections libres depuis celles pour le Reichstag en 1932. C'était les dernières élections libres en Allemagne avant l'arrivée du nazisme et du parti de Hitler. Depuis la fondation de la République fédérale, la ville de Bonn, ville universitaire de taille plutôt moyenne comparée à d'autres capitales européennes, accomplissait ce rôle. Fallait-il garder Bonn ou opter pour Berlin? Durant une année entière, les arguments pour et contre les deux villes ont été âprement débattus. D'un côté, les partisans de Bonn, la Rhénane, symbole de la première démocratie réussie sur le sol allemand, représentant l'esprit du fédéralisme à l'allemande. Capitale proche du partenaire européen le plus important, la France. Et de l'autre côté, les défenseurs de Berlin objectaient aux autres
que la décision pour Berlin signifierait le choix pour la ville symbole de la liberté et de l'unité retrouvée, que Berlin représenterait le lien nécessaire entre les nouveaux Länder de l'Est et ceux de l'Ouest, que ce choix mettrait fin à la division en Europe et que Berlin, comme capitale, fortifierait l'unité à l'intérieur de l'Allemagne. Finalement, le vote du nouveau Parlement a lieu le 20 juin 1981 et le parti Berlin gagnait à juste justesse avec 338 voix contre 320. Pour l'ancienne capitale, Bonn, cette défaite avait le goût très amer, car elle signifiait la perte des institutions et structures gouvernementales et un bouleversement complet de toute sa vie économique et sociétale. Pour le gouvernement allemand, c'est le Reichstag, le bâtiment du gouvernement avec la coupole de l'architecte Norman Foster, où on peut, ceux qui étaient déjà à Berlin, on peut monter en haut, c'est ouvert au public, il y a toujours comment vous voyez la queue ici qui attend, on peut marcher en haut, jusqu'à haut, et c'était prévu par Foster comme symbole de la vie démocratique, c'est-à-dire une coupole en verre d'où on pouvait, en montant, voir à travers jusqu'à la salle du Parlement. C'est seulement à partir de juin 1999 qu'on a commencé à la destruction du mur, dont un des architectes urbanistes des plus connus au monde, le néerlandais Rem Koolhaas, a dit « Or, devant le mur de Berlin, j'ai été pour la première fois confronté au rôle politique du geste architectural, à l'évidence que l'architecture peut aussi séparer, enclaver, oppresser. Ce mur, témoignant de l'oppression communiste après celle du nazisme, était une leçon d'histoire extrêmement pertinente dont on prive les générations d'aujourd'hui. » Ici, c'est la nouvelle chancellerie, parce qu'il a fallu, c'est dire, je reviens, il a fallu tout reconstruire, c'est tout construire. Il fallait trouver l'endroit aussi pour le ministère. Alors, c'est les architectes, deux architectes berlinois, Axel Schulte et Frank Christoph Witt. Et alors, pour revenir un tout petit peu à Berlin, tout de même après l'unification, à 3 maisons d'opéra qui fonctionnent. Il y avait 2 maisons d'opéra de la République démocratique et plus la Deutsche Oper de l'Ouest. Alors il y a 3 opéras. Et d'ailleurs, Berlin, qui avait à l'unification à peu près 3,5 millions d'habitants, est à 9 fois la superficie de Paris. Le Tiergarten poumon vert au centre de la capitale s'étend sur 210 hectares. La nouvelle capitale et ancienne capitale du Reich exerce depuis la réunification une fascination singulière sur l'afflux interrompu de visiteurs venant du monde entier à cause de ses chantiers permanents, de sa population multiculturelle, de ses vestiges d'un passé glorieux et d'une histoire tragique et sombre, et de ses nombreux lieux de mémoire. Je pense que beaucoup de celles et de ceux du monde politique qui avaient voté contre une capitale Berlin reconnaissent aujourd'hui, à la lumière du rôle acquis de la ville, que c'était la bonne décision. Berlin n'est pas un simple lieu, c'est une capitale qui porte et qui montre aussi bien les stigmates de l'histoire tragique du XXe siècle que les signaux de la nouvelle ère européenne. Depuis l'année 1990, où l'histoire a largement ouvert sa fenêtre et a précipitamment accéléré son cours,
L'Allemagne, avec ses 16 Länder, dans le passé souvent apostrophé comme un géant économique, mais en politique un nain, se trouve au centre, au cœur même de l'Europe, entouré de 9 pays comme voisins, comme 9 pays comme voisins, comme vous voulez voir, là, entourés, qui sont, avec l'exception de la Confédération helvétique, tous membres de l'Union européenne. Étant située et ainsi à la croisée des chemins, elle se trouve pour la première fois de son histoire entourée que par des pays alliés et amis. Cette nouvelle situation géostratégique a conféré au pays, avec son économie puissante et ses relations internationales, tous azimuts, des nouvelles responsabilités, car rien en Europe et au monde, si on le veut ou non, n'était à partir de ce moment plus comme avant. Ceci concerne aussi, et là nous sommes dans l'actualité, la problématique complexe et d'actualité brûlante, celle de l'immigration. L'Allemagne est passée largement en tête des destinations de migrants. L'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, constatait que déjà en 2014, c'est-à-dire avant le déferlement d'une vague de réfugiés de plus d'1 million venus sur l'invitation de la chancelière Merkel en 2015, l'Allemagne était le pays d'immigration le plus convoité derrière les États-Unis. Aucun autre des 34 pays de l'OCDE n'a connu une hausse comparable et aussi importante. Depuis la réunification, d'environ 23 millions de personnes sont venues en Allemagne et seulement 16 millions l'ont quitté. On peut rappeler à cette occasion l'arrivée, ça il faut rappeler, dans le passé, l'arrivée de la première vague de réfugiés de 15 à 16 millions de personnes dans les régions de l'Allemagne de l'Est, cette fois des réfugiés de nationalité allemande au courant des années 46-48, qui se sont enfuis des régions occupées par l'armée soviétique. Ils avaient raison d'ailleurs. Une deuxième vague d'un peu près de 2 millions de migrants était inter-allemande. Il s'agissait de citoyennes et citoyens de la feu RDA, surtout des jeunes qui ont cherché du travail et une autre existence après la chute du mur dans les Länder de l'Allemagne de l'Ouest. Ici, il ne peut pas s'agir d'analyser l'étendue de ce phénomène qui est un défi énorme, pas seulement pour l'Allemagne, mais pour toute l'Europe, pour nous ici aussi. Sachez que pour amorcer et réussir l'intégration d'1 million de migrants de 2015, seulement pour 2015, il ne faut pas seulement trouver les logements, mais mettre à disposition 25 000 professeurs d'allemand et 15 000 éducateurs spécialisés. Parmi les 81 millions d'habitants en Allemagne, 17% sont sortis de l'immigration, dont 3 millions de Turcs. Ainsi, la troisième plus grande ville turque du monde, après Istanbul et Ankara, est Berlin. Il est indéniable que malgré ces exigences aux gouvernants et à la population, les migrants apportent aussi une contribution importante au développement de la société et de l'économie en Allemagne. Et de nos jours, le défi n'est pas seulement de livrer les chars Léopard aux Ukrainiens, mais d'accueillir les réfugiés. 1,3 million à présent pour le seul land de Baden-Württemberg. Ça signifie d'avoir accueilli jusqu'à présent, pour
le Baden-Württemberg, avait jusqu'à présent 124 000 Ukrainiens, c'est-à-dire le même nombre que la France dans son ensemble. Nous nous trouvons dans le Baden-Württemberg. J'ai mis ce logo ici parce que toutes ces firmes, que quelques-unes sont connues, se trouvent autour de la capitale de Württemberg, Stuttgart. C'est dans un cercle de 40 kilomètres, à peu près 40 kilomètres. Et ce développement est à mentionner parce que le Württemberg était, autour de 1900, le pays le plus pauvre, ce qu'on appelait la maison des pauvres de l'Allemagne. Et puis, étant donné que par les lois de l'héritage, les possessions, des paysans se sont partagés, les gens ont cherché un travail, n'importe quel travail. L'industrie a commencé avec des petites entreprises qui se sont agrandies. Alors, je vous rappelle que Würth, moi j'ai vu encore M. Würth, il avait une camionnette et il distribuait, il vendait ses outils dans les environs et ce qu'il est devenu. Et si l'économie allemande se montre en si bonne santé, a un taux si faible de chômage, qu'elle est devenue une des économies les plus compétitives et puissante du monde, c'est dû en grande partie à deux facteurs. La pierre angulaire structurelle de l'économie allemande s'est formée à plus de 99% de petites et moyennes entreprises. Les plus petites comptent 9 employés, les petites jusqu'à 49 et les moyennes jusqu'à 249. Pour la politique allemande, ainsi que pour la société allemande, il n'y a aucun doute que les PME se trouvent au cœur de l'économie allemande. L'autre facteur évidemment important et de grande valeur est le dispositif de la formation en alternance, ce qui se fait ces dernières années aussi en France. Cette formation pratiquée depuis longtemps en terres allemandes se distingue de la formation professionnelle purement scolaire par une combinaison d'apprentissage théorique dans les écoles spécialisées de l'État, d'un côté, et la formation dans une entreprise de l'autre côté. Plus la moitié des jeunes Allemandes et Allemands choisissent cette voie. Ce mécanisme exemplaire est réglé par une loi et existe d'une telle manière seulement encore en Autriche et en Suisse. Ça, c'est l'opéra de Hambourg. La construction a duré une dizaine d'années, mais ça doit être tout à fait de splendeur et montre la diversité de la vie culturelle de l'Allemagne, qui est le miroir éclatant du particularisme et du fédéralisme. Nulle part ailleurs, les structures fédéralistes et les structures fédéralistes de la République fédérale sont tellement évidentes. L'Allemagne n'a jamais connu une métropole culturelle dominante comme Paris et Londres. Conformément à la loi fondamentale, le domaine de la culture est réservé aux Länder qui le gèrent en gardien et promoteur d'un fédéralisme culturel. Cette autonomie culturelle des Länder favorise les ambitions de chaque land, stimule la compétition et a permis l'éclosion des centres de création un peu partout dans le pays. Même les villes de moindre importance proposent des activités culturelles au niveau international. L'Allemagne aujourd'hui compte 80 maisons d'opéra, dont 3 se trouvent dans la capitale de Berlin. Mais il y a aussi des grandes structures comme les opéras de Munich, de Stuttgart, de Dresde, de Francfort ou de Hambourg. On comprend que la concurrence des idées
au sein de l'État fédéral ne se limite pas à la vie politique et économique, mais concerne aussi les initiatives dans le domaine de la culture. Alors ici, avant la destruction par des bombes pendant la guerre, on appelait la ville de Dresde la Florence allemande. Ça, cette photo-là, beaucoup de monuments ont été reconstruits. C'est presque comme avant maintenant. C'est une ville, c'est la capitale de la Saxe, qui est une ville aussi culturelle. J'ai pris aussi cet exemple parce que c'est à la Frauenkirche, l'église des femmes, l'église de Frauenkirche, qui c'était complètement détruite. Et on a monté, pendant 20 ans, on a monté pierre par pierre le bâtiment. C'est un espace vraiment important. Pour montrer encore l'individualisme culturel, c'est l'opéra de Meiningen. C'est une spécificité allemande. Et l'héritage de l'histoire séculaire et montrant l'enracinement du particularisme culturel à l'allemande et l'attachement à la traduction. Figurez-vous l'existence d'un palais d'opéra à Meiningen, ville de province d'environ 25 000 habitants dans le Land de Thuringe. Figurez-vous une petite commune entourée des forêts et des champs, disposant d'une telle maison avec les 3 domaines, orchestre, théâtre et opéra. Meiningen, autrefois capitale du petit-duché Saxe-Meiningen, était devenue une des capitales culturelles de l'Allemagne du XIXe siècle grâce à son duc Georges II, et ni la dictature nazie, ni le pouvoir communiste ont voulu toucher à ce privilège. On ne peut pas s'empêcher d'évoquer à cette occasion quelques réflexions de Stendhal dans son livre sur le compositeur Rossini. Le talent pour la musique instrumentale s'est réfugié complètement dans le calme des régions allemandes. Au milieu des forêts de la Germanie, la beauté des sons suffit à ces âmes rêveuses pour qu'ils puissent redoubler le plaisir de fantaisie vagabondante. On pourrait évoquer encore les environ 50 000 orgues qui se trouvent éparpillés sur le territoire de l'Allemagne de nos jours, chacun d'une conception particulière. Alors, il faut presque terminer avec, comme vous voyez, Martin Luther à Wittenberg. Le monument où il a enseigné, Wittenberg, il a enseigné longtemps comme professeur d'université, où il a affiché les 95 thèses qui ont profondément secoué, changé le monde, nous rappelle pas seulement le réformateur, mais le fondateur de la langue allemande, telle que nous la connaissons aujourd'hui. En traduisant la Bible, il a utilisé la langue de l'administration de la cour impériale. Et pour la première fois, les textes bibliques étaient accessibles au peuple dans tous les territoires germaniques, grâce à l'invention géniale de l'imprimerie par Jean Gutenberg. L'influence culturelle de cette traduction était primordiale pour la fixation de la langue allemande dans un territoire où on pratiquait 16 dialectes, tous dérivés de la racine germanique. Or, en France, on parle plus souvent de la langue de Goethe quand on devrait dire la langue de Luther. Encore de nos jours, 16 familles dialectales sont en usage et régulièrement pratiquées en famille. On communique souvent en utilisant les dialectes. Ceux qui étaient à Unterschleißheim ont fait l'expérience qu'on parle en Bavière. Même le ministre-président, il parle allemand, mais on entend immédiatement qu'il est bavarois et pas berlinois.
Il y a, alors comme j'ai déjà dit, l'Allemagne n'a pas comme la France la richesse de langues. La France a beaucoup de langues des langues régionales, breton, occitan. L'Allemagne a une langue et des dialectes. Il y a seulement 2 exceptions. Il y a une minorité danoise au nord de l'Allemagne et il y a une minorité, il s'agit d'à peu près 30 000 personnes qui parlent dans une région au nord-est, le sorbe. C'est une langue demi-slave et ça, malgré le fait que cette communauté est très petite, ça s'est conservé. La capitale des Sorbes, c'est Bautzen. Et là aussi, les communistes ont toléré cette spécialité. La langue maternelle parlée et utilisée en Europe n'est pas l'anglais, c'est en effet la langue allemande. 130 millions de locuteurs natifs en Allemagne, l'Autriche, Suisse, Luxembourg, Belgique, Liechtenstein et le Tyrol du Sud parlent l'allemand comme langue maternelle ou l'utilisent régulièrement comme seconde langue. Cependant, avec les 100 millions de personnes qui parlent l'allemand comme langue étrangère dans le monde, nous ne pouvons évidemment pas combattre le français avec 274 millions de locuteurs sur 5 continents, dont 212 millions en font usage quotidien. Alors ça beaucoup d'entre vous le connaissent certainement. Vous connaissez certainement. Ça a eu lieu la première fois, c'est octobre dernier, après le Covid, et c'était une vraie tragédie pour les brasseries que la fête n'existait plus. Alors on ne peut pas clôturer ce petit kaléidoscope d'impressions du voisin outre-Rhin sans jeter un regard du pays des 365 fromages sur les us et coutumes de la gastronomie du cousin allemand. L'Allemagne n'est pas uniquement terre natale de la bière, dont existent à travers les différentes régions des variétés innombrables, toutes brassées d'après l'ordonnance de pureté datant de 1516 et d'après laquelle seulement 3 ingrédients peuvent être utilisés pour fabrication: le houblon, l'orge et l'eau. Certes, des quantités gargantuesques sont consommées chaque année lors de l'Oktoberfest, la fête de la bière à Munich. Ce qui peut surprendre, vu par l'optique de la production viticole en France, c'est que l'Allemagne est également une des plus grandes régions viticoles en Europe, avec une superficie de 140 000 hectares sur laquelle 80 000 exploitants sont à l'œuvre en produisant 140 cépages différents, en grande majorité vins blancs. Les grandes régions viticoles se trouvent à proximité du Rhin et de la Moselle, dans la Hesse rhénane-palatinat, le pays de Bade. Alors ici, vous savez, Montpellier est depuis longtemps jumelé avec la ville de Heidelberg. Et dans le château de Heidelberg, il y a ce tonneau qui fait dans les 212 000 litres. C'est un tonneau en chêne que le prince électeur a voulu montrer la richesse en vin de son pays, le Palatinat. Et d'ailleurs, sur le top, on pouvait mettre un orchestre jouer. Le tonneau, c'est les touristes qui viennent voir le tonneau, et jusqu'à 1910, c'était le plus grand tonneau du monde. Entre-temps, vous savez, le plus grand tonneau du monde, c'est pas loin d'ici, je n'ai pas encore vu, c'est à Perpignan, c'est la fabrication de l'apéritif bière. Il semble que c'est le plus grand tonneau, mais c'est pas en bois. Mais ça, c'est pour montrer que, c'est-à-dire que la région de Heidelberg
ville jumelle de Montpellier, est une région viticole. Nous arrivons à la conclusion de ces impressions quelque peu morcelées d'outre-Rhin. Nous, qui œuvrons pour l'entente et l'amitié franco-allemande, savons que les relations qui ont été établies au fil des dernières décennies entre nos deux peuples, entre nos deux mondes politiques et culturels, sont ô combien précieuses pour nous et pour l'avenir de notre maison Europe. Nous avons appris au fil des années passées de nous enrichir de nos différences mutuelles. L'Allemagne comme pays unifié au centre de l'Europe, au carrefour des mondes romans, slaves et germaniques, est devenue une terre de rencontre d'une multitude d'identités culturelles. Elle se retrouve de nos jours en tant que puissance du milieu, comme centre névralgique des tensions et de la coopération en Europe, et au-delà. Elle peut et doit assumer ce rôle en premier lieu en partenariat avec le voisin français. Nos deux pays ont la charge et la responsabilité d'agir en avant-garde dans ce concert parfois dissonant au cœur de l'Union européenne. Mais on avance, on avance. Je clôturerai nos réflexions par l'aveu d'un connaisseur intime de l'Allemagne, Victor Hugo, qui y a voyagé, et auquel nous devons ce livre merveilleux que je peux que conseiller, Voyage du Rhin, dans lequel il a d'ailleurs déjà proposé au milieu du XIXe siècle l'introduction d'une monnaie commune Europe appelée, d'après Victor Hugo, euro, et qui s'exprimait ainsi. L'Allemagne est une collaboratrice naturelle de la France et est une des terres que j'aime et une des nations que j'admire. Il dit qu'il a presque un sentiment filial pour cette noble et sainte patrie de tous les penseurs. Et il continue, s'il n'était pas français, il voudrait être allemand. C'était Victor Hugo. Merci beaucoup pour... Alors, si jamais il y a encore des questions urgentes, si je peux, je répondrai. La vie politique est en cours, on discute beaucoup. Vous savez, nous avons en Allemagne actuellement un grand débat parce que nous avons tout de même réussi d'avoir un gouvernement avec une coalition presque impossible, ce serait presque impossible en France. Il y a les libéraux, il y a les Verts, qui sont et il y a les sociodémocrates. Et c'est évident qu'il y a là des discussions sur des thèmes comme l'environnement. Les libéraux sont pour continuer la construction des autoroutes, ce qui est contre la politique des Verts. Mais pour l'instant, le gouvernement tient et les choses sont beaucoup en évolution. Et puis, il y a évidemment, tout est dominé par la guerre en Ukraine, par la livraison des armes, la livraison des chars. Alors, il y a aussi une question là. Bon. On a apprécié, j'ai personnellement apprécié votre discours. Pourtant, sur l'immigration, je suis pas trop d'accord sur l'analyse que vous en avez faite, parce que vous devriez voir s'il est possible entre l'Allemagne et la France d'avoir des relations pour essayer de régler ce problème ensemble, parce que d'après vous, l'immigration en Allemagne, ça se passe bien, c'est multiculturalisme, mais vous avez une immigration choisie. Nous, en France, c'est l'anarchie. On a une immigration anarchique. Donc,
c'est trop simpliste la façon dont vous avez exposé cette période que nous vivons actuellement d'une façon intense en France, et on ne peut pas laisser passer comme ça, parce que notre génération en souffre. La génération avant nous n'en a pas trop souffert, mais vos enfants, nos enfants vont terriblement en souffrir, et donc il ne faut pas prendre cette analyse à la légère. Merci, merci pour vous. Oui, écoutez, mais, merci beaucoup pour ça. Mais moi, j'ai voulu donner, je ne voulais pas faire une proposition de politique, je voulais donner les chiffres, ce qui est. Et pour moi, c'était ce qui était important. Je vais revenir tout de suite à votre question directe. C'était aussi de montrer comment l'Allemagne a dû organiser l'arrivée des Allemands de l'autre après l'unification, les Allemands de l'Est, dire qu'il y a des millions qui viennent d'un coup sur le marché, alors ça aussi en plus. Et puis après la guerre, c'était les 15-16 millions après la guerre qui sont venus des pays occupés par les soviétiques. Bon, l'immigration, c'est un thème très chaud, c'est évident, actuellement aussi un grand débat en Allemagne. Et puis il y a, vous savez, la différence avec la France a surtout l'immigration de l'Afrique. En premier lieu, l'Allemagne, c'est légèrement différent, là, mais je n'ai pas le chiffre là. Mais vous voulez répondre? Allô? Oui. Justement, je voulais vous couper parce que quand on parle de l'immigration, vous avez une immigration qui est issue des pays de l'Est, donc vous venez de le dire, la Russie et autres, tandis que nous avons une immigration qui est essentiellement d'une immigration qui vient d'Afrique et qui vient du Maghreb. Or, l'Afrique, aujourd'hui, ça va être bientôt 1,5 milliard d'Africains. Et c'est ça. De cette façon-là, si on ne réagit pas ensemble avec les pays européens et notamment l'Allemagne, on va être mangé. Ce n'est pas possible en fait. Parce que culturellement, nous n'avons pas la même langue, nous n'avons pas la même religion, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Tandis que vous avez encore, si vous voulez, une ambiance, une culture qui est un peu commune. Nous, elle est trop différente. Donc il faut analyser ça d'une façon différente. Voilà, c'est un débat, c'est évident, c'est actuellement le grand débat aussi au niveau européen, c'est-à-dire comment on fait pour, en quelque sorte, la distribution de ces arrivées. Il y a aussi l'Italie qui est concernée actuellement. D'ailleurs, en Italie, ils arrivent en nombre. L'Italie doit les accueillir parce qu'il y a la législation européenne que là où les réfugiés, les immigrés arrivent, le pays doit d'abord s'occuper. Il n'y a pas encore des accords au niveau européen entre les Länder pour pouvoir les distribuer en quelque sorte là pour. Dans ce domaine, la France a le tort de, si vous voulez, de prendre l'avis de l'Europe, si vous voulez. Oui. Il n'y a pas d'indépendance. L'immigration, elle est issue du fait que les Européens décident voilà, de faire rentrer qui on veut. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et puis je voudrais arrêter ici parce que c'est un autre débat. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question sur un peu plus fort. Là, oui, j'avais une question sur la scolarité des jeunes Allemands. Savoir si c'est toujours le cas. Globalement, les enfants n'ont pas école l'après-midi. Oui. C'est toujours le cas, ça fonctionne. Et savoir comment vous organisez ça, parce que c'est un système que je trouvais sympa pour les enfants. Encore faut-il proposer des activités
autre que l'école, plus culturelle, sportive, aux enfants l'après-midi. Je voudrais savoir si ça fonctionne toujours et si vous arrivez par, je sais pas, l'associatif, etc., pour organiser ça, pour que tous les enfants aient accès à la culture et au sport. C'est une grande différence avec la France, que la France a la scolarité, c'est toute la journée, les enfants, les élèves sont à l'école. Ça veut dire aussi que les femmes ont plutôt la liberté d'exercer des métiers. C'était pas tellement le cas en Allemagne. Alors, l'Allemagne n'a toujours pas un enseignement, ce que je sais, toute la journée. Il y a des après-midi, mais il y a des après-midi, mais il n'y a pas, comme en France, cette régularité tous les jours, du matin jusqu'au soir. Les enfants sont en quelque sorte à l'abri dans l'enseignement. Alors là, il y a aussi une différence là de conception, mais ça change aussi maintenant. Il y a des Ganztagsschulen. Oui, il y a des Ganztagsschulen. C'est ça. Il y a des Ganztagsschulen. Il y a aussi les écoles privées là qui sont aussi Ganztagsschulen. Je voulais vous remercier pour la qualité de ce panorama qui nous donne un regard différent. Vous n'avez pas parlé, sauf la question qui vient d'être évoquée là, sur les échanges Erasmus. Étant moi-même ancien universitaire français, on a toujours beaucoup de mal, pour une question de linguistique, d'envoyer nos étudiants en Allemagne. Par contre, ceux qui y sont allés en sont revenus enthousiastes. C'est de nouveau actuellement un grand problème. C'est-à-dire, il faudrait soutenir en quelque sorte la sensibilisation à une langue étrangère déjà dans l'école primaire. Pourquoi même pas avant, hein? Alors, j'étais à l'origine d'un programme qui s'appelait Deutschmobil. J'ai voulu sensibiliser. Alors, j'avais des petits bus qui étaient financés par Mercedes et on était dans 10 régions de France avec une lectrice pour aller dans les collèges, pour aller, évidemment, avec l'accord des supérieurs, de l'académie, hein, pour aussi dire que ces dictons, l'allemand est une langue difficile, c'est uniquement pour les bons élèves, c'est uniquement pour les... Alors, bon, les autres ne savent pas. Ça, pour faciliter ça, on a eu un grand succès. C'est-à-dire, il faut offrir la possibilité, offrir l'occasion de le faire. Là, il y a à faire, et puis après, évidemment, ça manque si on veut faire une année Erasmus, alors il faut la connaissance de la langue. Alors ici, on sait que, dans les lycées en France, il y a tout de même chaque langue qui a des élèves peut être dans un lycée enseignée. Hein. Mais là, ici, dans notre région, c'est toujours après l'anglais, c'est toujours l'espagnol en premier lieu. Hein. Alors là, il y a encore des choses à faire, là, c'est sûr. Oui, je me permets de revenir sur la question qui était posée sur les écoles et surtout, donc vous posez la question sur l'après-midi pour les enfants, ce qui est très bien. Je peux vous dire que je suis originaire de Munich et je suis venue en France il y a 50 ans et je vous donne aussi le point de vue de la femme dans ce contexte. Je suis absolument heureuse d'avoir fait ma carrière en France. Je n'aurais pas eu la même possibilité en Allemagne parce que
à l'époque, et même encore aujourd'hui, j'ai la famille à Munich, et ce n'est pas toujours entré dans les mœurs que la femme va travailler, suivre sa carrière, en dehors des côtés techniques, il y a des Ganztagsschulen, il y en a quelques-unes, mais la majorité, il n'y a pas de cantine à l'école, il n'y a pas de cantine au lycée, et c'est un vrai problème pour les femmes qui veulent travailler, en dehors du fait qu'on dit, c'est pas toujours très bien vu en Allemagne d'une façon, même actuellement, je suis très étonnée que ça n'a pas beaucoup évolué, qu'on considère que, oui, au moins les 2 premières années, il faut rester à la maison. Donc même les Allemands avaient fait un moment, le gouvernement a donné un forfait pour que les femmes restent pendant 1 an, même celles qui travaillent peuvent rester pendant 1 an à la maison, et on leur donnait 600 €, quelque chose comme ça, pour qu'elles restent à la maison. Donc ça ne favorise pas forcément le travail des femmes. Donc lorsqu'on parle d'ailleurs du chômage, comme beaucoup de femmes en Allemagne ne travaillent pas, ça diminue le taux du chômage aussi par là même. Hein. Ouais. Donc ça c'est... Et je trouve que franchement, moi j'ai toujours eu des discussions avec ma famille et des amis allemands que j'ai bien entendu garder, et on a toujours discuté que nos enfants en France, j'ai dit nos enfants, je m'identifie totalement, je suis devenue française, j'ai opté pour la nationalité française, j'ai perdu ma nationalité allemande à l'époque, on ne pouvait pas avoir les deux. Donc, lorsque je parle de la France, je parle de chez moi. Donc, oui. J'ai trouvé que c'était vraiment important, cette possibilité pour les femmes de pouvoir s'épanouir, et nos enfants ne souffrent pas. Enfin, j'ai toujours eu des discussions. Nos enfants en France vont toute la journée à l'école. On les a le soir. Ils se couchent beaucoup plus tard que les petits Allemands. Et nos enfants sont restés avec nous très longtemps. Enfin, ils partent avec nous en vacances. Et je trouve qu'on a d'excellentes relations. Enfin, on a des problèmes comme partout avec la jeunesse et autres, mais on a de très bonnes relations avec nos enfants. Et j'ai toujours eu des discussions avec mes amis allemands qui disent oui, mais vous n'êtes moins proche des enfants, vous passez moins de temps avec eux. Mais je pense que le temps qu'on passe avec nos enfants en France, c'est très intense, on s'en occupe bien, et je trouve que c'est, bon, chacun sa structure, sa façon de vivre, mais c'est vrai qu'en comparaison avec l'Allemagne, je trouve que la France, pour la femme, c'est mieux, et je n'ai pas l'impression que nos enfants français souffrent beaucoup. Les relations en famille sont très bonnes, et j'ai pas l'impression que c'est un problème familial. Donc je préfère. J'arrête là parce que je pourrais en parler beaucoup. Pour votre contribution, c'est très important. C'est pourquoi je dis aussi, chacun peut apprendre de l'autre. C'est l'enrichissement, c'est-à-dire que l'autre, on vient, on regarde ce que l'autre fait mieux, et là il y a les échanges d'étudiants, les échanges d'élèves, les échanges dans le cadre de jumelage, très important qu'on puisse voir de l'autre côté. C'est tout à fait, c'est vrai que l'Allemagne, c'était très, très longtemps, ça évolue lentement, mais c'est vraiment une grande avance de la France, surtout pour les femmes. Il y avait beaucoup plus de femmes qui travaillaient en France qu'en Allemagne. Là, je ne peux pas le chiffre, mais c'est juste ça. Merci pour la contribution. Je voudrais juste intervenir brièvement du point de vue des enseignants. Donc moi, j'ai enseigné 2 ans en Allemagne, une année dans la Ganztagsschule, et une année dans le système normal. Et pour moi, j'ai enseigné 25 ans aux États-Unis, j'ai aussi enseigné en France, et pour les enseignants, l'Allemagne, c'était le paradis. Parce qu'on finissait très souvent à 1h30, et on avait une vie. Mais j'ai ressenti ça pour les femmes qui n'avaient pas forcément de carrière, surtout dans les petites villes. Peut-être que dans les grandes villes, c'était un peu différent, mais les mamans se sentaient obligées d'être là, puisque les enfants étaient là, et puis il fallait les véhiculer d'endroit en endroit, donc il fallait avoir cette disponibilité. Voilà. Oui, d'accord. Alors vous avez l'expérience de 3 pays différents. Voilà, en plus, oui. Oui, d'accord. Merci. Et vous avez dit paradis, vous savez, je ne sais pas, lequel, le paradis pour les enseignants. Oui. J'ai fait un échange, quand j'étais professeur aux États-Unis, j'ai fait un échange Fulbright en Allemagne, et j'ai eu l'impression d'avoir un an de vacances. Et en plus, avec des élèves qui étaient motivés, bien élevés, et j'étais pas la seule dans le programme à ressentir ça, de la part des professeurs américains. Bon, moi j'étais un peu à part. Voilà. Merci.
Avant que vous quittiez cette salle, je voudrais, en votre nom, remercier surtout Kurt Brenner pour son intervention extrêmement intéressante.